Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de vous être connectés. On va pouvoir attaquer. Le parti pris que je vais avoir pendant ces 2 heures, c'est de vous expliquer les choses de manière vulgarisée. Mais si certains d'entre vous souhaitent approfondir certains concepts, n'hésitez pas simplement à prendre la parole, à me poser vos questions, puisque je me ferai un plaisir de rentrer dans certaines subtilités qui pourraient vous aider une fois en cabinet. Déjà, pour le cycle cash, on a besoin de prendre un petit pas en arrière et de recontextualiser un peu l'audit. On sait que les comptables préparent les états financiers, compte de résultats, bilan et annexes, et le rôle de l'audit, c'est de certifier que chacun des postes qui composent les états financiers sont bien réguliers, sincères et qu'ils présentent une image fidèle. Autrement dit, sont bien fiables. Pour faire ce contrôle, la procédure, elle est très simple. On ouvre les états financiers. Pour chaque compte qui est significatif, on va essayer de le contrôler, d'effectuer des procédures. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a un concept en audit qui permet d'appréhender un peu cette notion de preuve de procédure. L'idée, c'est que, imaginons qu'on décide de tester, par exemple, les achats. L'approche d'audit, ça va consister à récupérer plusieurs preuves, comme des factures, pour remplir ce qu'on appelle la bucket of evidence. Ce seau, cette bucket, c'est un seau dans lequel on va intégrer toutes les preuves qu'on a récoltées. Et une fois qu'on aura estimé, qu'on estime avoir assez de preuves pour conclure sur un compte, et puis ensuite sur l'ensemble des comptes, donc sur les états financiers, alors là, on sera en mesure d'émettre notre opinion. Pour le cas du cycle bancaire, vous allez voir que c'est un cycle qui est assez simple. On a deux procédures principales. La première procédure, c'est d'auditer ce qu'on appelle le rapprochement bancaire. Et la seconde procédure, c'est d'effectuer des circularisations. Avant ça, pour comprendre un peu comment ça se passe côté comptabilité, vous avez remarqué que je parle souvent de cycle cash. Certaines fois, on parle de cycle disponibilité. Mais grosso modo, dans ces cycles-là, on regroupe trois comptes. Le compte 512, bien sûr, le compte bancaire. On a aussi le compte de caisse qui est de moins en moins utilisé, 530. Et puis enfin, on a des titres financiers qui sont à court terme, qu'on appelle des valeurs mobilières de placement. Donc, la grande majorité des cas, c'est sur le 512 que l'audit va apporter et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. J'ai une petite question pour vous avant d'aller plus loin. Au niveau des mécanismes comptables, si je vous demande ce qui se passe quand on crédite le compte 512, est-ce que ça vient augmenter ou est-ce que ça vient, au contraire, diminuer le compte 512, le compte bancaire? Lorsqu'on crédite le compte 512, ça vient diminuer la valeur. OK. Comment tu fais, Durand, pour savoir à quel moment débiter ou créditer un compte? C'est quoi la logique qui Bon, se cache généralement, derrière, selon toi, le débit et le crédit? dans le débit et le crédit, dans les comptes du bilan, le compte de l'actif, ça augmente au débit et ça diminue au crédit. Donc, Hmm. lorsque l'argent entre en trésorerie, ce compte-là augmente vers le débit. Là, ça sort, ça diminue au crédit. C'est là où je voulais en venir. Tu vois, la façon dont tu as expliqué les choses, ça fait partie des raisons pour lesquelles, quand on commence en comptabilité, on est complètement perdu avec cette notion de débit de crédit. Certains vont utiliser la méthode, notamment de dire que d'un côté c'est les emplois, de l'autre c'est les ressources. J'ai vu passer d'ailleurs un petit commentaire par rapport à ça, mais par contre, la meilleure méthode que j'ai pour vous pour retenir cette logique de débit de crédit, c'est une méthode que j'ai pu trouver sur la chaîne, une chaîne qui est spécialisée en comptabilité qui s'appelle Les Geeks des chiffres. Et cette méthode, c'est simplement la méthode qu'on appelle j'ai pu grâce à. Donc au débit, c'est j'ai pu, au crédit, c'est grâce à. Quand on prend les écritures pour le compte bancaire, le compte 512, les deux écritures que vous allez trouver le plus souvent, la première, c'est quand vous allez payer un fournisseur. J'ai pu payer mon fournisseur, débit, grâce à de l'argent qui était sur mon compte bancaire, crédit. À l'inverse, j'ai pu recevoir, encaisser de l'argent grâce à une créance que j'avais envers mon client, crédit. Comme la On peut dire où va comptabilité, l'argent et d'où vient l'argent? Débit ça crédit. marche aussi. Ouais, tu as complètement raison.
Sauf que le problème, c'est que la comptabilité, c'est pas que encaissement, décaissement, et du coup, c'est pas toujours des questions d'argent. Par exemple, des provisions, des amortissements, ça devient un peu plus complexe. Et cette méthode de GPU, grâce à, elle fonctionne assez bien. Mais la seule chose que j'aimerais que vous reteniez, et je pense que certains le savent déjà, c'est que quand vous recevez, vous, votre relevé bancaire à la maison, quand vous l'ouvrez en PDF, en fait, vous savez instinctivement que quand vous avez un crédit sur votre relevé bancaire, vous recevez de l'argent. Ça va être important pour la suite de la réunion de bien comprendre que les mouvements côté comptabilité d'une entreprise et côté bancaire sont bien inversés. Parce que quand nous, on reçoit de l'argent, quelque part, la banque, quelque part, doit le sortir. Donc, ce qu'on reçoit, il le sort. C'est pour ça qu'il y a une inversion qui sera importante à mémoriser pour la suite de la réunion. Est-ce que certains ont des questions? J'ai une question. Ouais. Du coup, on nous dit qu'on se met, on se positionne en tant qu'entreprise ou en tant que banque, ou plutôt au milieu. On doit analyser le tout. L'objectif de l'audit, c'est de fiabiliser que les comptes d'une entreprise n'ont pas d'anomalie, d'erreur significative. Donc, il faut que tu vois la chose comme la police de la comptabilité. On vérifie les comptes d'une entreprise. On est indépendant de l'entreprise. Donc, on n'est ni côté banque, ni côté entreprise. On est un tiers indépendant qui est là pour apporter de l'assurance sur le marché financier. Merci. Avec plaisir. J'ai vu que certains avaient levé la main. N'hésitez pas à prendre la parole ou à poser vos questions en commentaire aussi. La deuxième particularité du cycle banque, ça va être ce qu'on appelle le rapprochement bancaire. Instinctivement, on pourrait se dire qu'il n'y a aucune raison qui expliquerait un déséquilibre entre le compte bancaire, entre le solde bancaire tel qu'il apparaît dans la comptabilité et le solde bancaire tel qu'il apparaît sur le relevé bancaire côté banque. Sauf que il y a certaines exceptions. Par exemple, quand on fait un virement, nous, à partir du moment où on appuie sur le bouton pour effectuer le virement, quelque part en comptabilité, la règle, c'est de comptabiliser le virement parce qu'on sait qu'on l'a émis. Mais pendant très longtemps, avant l'arrivée notamment des virements instantanés, il y avait des délais de traitement qui existent encore aujourd'hui, qui pouvaient aller jusqu'à 1 ou 2 jours. Et c'est pareil pour les chèques. Il y a une différence entre le moment où on dépose le chèque en agence et le moment où c'est pris en compte côté bancaire. Donc en fait, vous avez ce qu'on appelle des mouvements en rapprochement qui créent des déséquilibres entre comptabilité et banque. C'est soit des virements qui sont en attente côté banque, soit des écritures, des oublis côté comptabilité. Bien comprendre, ces mouvements en rapprochement, ce ne sont pas nécessairement des anomalies. Ce sont simplement des décalages de quelques jours, parfois même de quelques heures. Du coup, ce que l'entreprise doit faire, par contre, même si ce sont des décalages de quelques heures, vu que le cycle cash, la banque, c'est le poumon d'une entreprise, l'entreprise a intérêt, doit, à la fin à la clôture, effectuer ce qu'on appelle le rapprochement bancaire. Le rapprochement bancaire, ça consiste à dire, OK, voici mon solde comptable à telle date, voici mes mouvements en rapprochement, et c'est pour ça qu'à la fin, je tombe sur mon solde bancaire. Donc, en fait, c'est d'identifier les potentiels écarts qu'il peut y avoir entre les deux. On dit parfois, je te prends juste après pour la question, qu'une image vaut 1000 mots. Cette fois-ci, je vais aller plus loin, parce que je sais qu'aujourd'hui, vous êtes là pour du concret. Je vais aller plus loin et je vais simplement vous montrer en accéléré comment est-ce qu'on effectue le rapprochement bancaire. OK, alors, première étape, qu'on essaie de faire le rapprochement entre comptabilité et banque. Là, dans ce fichier-là, vous retrouvez d'un côté toutes les écritures qu'il y a côté comptabilité et de l'autre, toutes celles qui apparaissent côté banque. L'objectif, c'est d'identifier la réciprocité des opérations. Donc là, en fait, alors le son va être un peu moins bon pendant que je manipule le fichier. Alors là, en fait, on est par exemple côté comptabilité, on voit qu'on a un débit de 1834, donc on va faire ce qu'on appelle le lettrage, c'est-à-dire qu'on va affecter une lettre à ce débit, on va affecter la lettre A, et puis on va se demander, OK,
Est-ce que cette écriture, je la retrouve bien au crédit côté bancaire? Donc, côté bancaire, on a le 1834. Prochain mouvement, on a un crédit de 990. Cette fois-ci, on va l'appeler B. Et pareil, on va se demander si on le retrouve bien côté bancaire. Et on voit qu'on a un crédit. À la fin de ce lettrage, l'intérêt, ça va être d'identifier tout ce qui n'est pas réciproque. Autrement dit, toutes les potentielles écritures, virements, côté banque, virement, écriture ou virement, qui sont justement en rapprochement. On fera ça manuellement ou bien une manipulation Excel? Dans la majorité des boîtes, ça se fait sur les logiciels comptables. Ils ont des modules spécifiques comme sur Sage et SAP, où ce rapprochement peut se faire moitié automatiquement, mais il y a toujours un contrôle derrière, surtout à la période de clôture. D'accord. Donc, la synthèse de ces trouvailles, quelque part, c'est un état qui sera justement audité. Quand on parle de l'audit du rapprochement, en fait, on parle de l'audit de l'état de rapprochement. Je dois vous dire que moi, quand j'ai commencé, j'ai commencé par la compta, hein, et quand j'ai commencé en comptabilité, on m'a présenté la toute première fois un ERB, état de rapprochement, ça m'a déstabilisé tout de suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, on mélange un peu tout. D'un côté, il y a l'inversion débit-crédit qui fait un peu des nœuds cérébraux. Mais pour vous expliquer l'ERB dans les grandes lignes, en fait, vous avez d'un côté les mouvements qui sont côté comptable, de l'autre, les mouvements qui sont côté bancaire. Et en fait, tout l'intérêt, c'est d'identifier les mouvements en rapprochement pour, à la fin, réconcilier les deux soldes. L'objectif de l'audit qu'on va un peu approfondir tout à l'heure, ça va être de fiabiliser cet état de rapprochement afin de vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie. On a fini avec les mécanismes comptables. Est-ce que une personne, je crois, avait essayé de mettre son micro pour poser une question? Est-ce que vous avez des sujets à clarifier? On traite l'antériorité des ERB. Là, justement, ça va être, tu vas voir, il va y avoir un exemple concret où, en fait, l'objectif, c'est de faire ce qu'on appelle l'appurement, donc de récupérer le relevé bancaire de janvier N+1 et de vérifier que les mouvements en rapprochement qu'on a identifiés sont bien soldés. Encore une fois, les mouvements en rapprochement ne sont pas des anomalies, mais on doit juste les investiguer quand ils sont avec un montant assez important. Alors, je crois qu'il y a une autre question. Merci, ok. Avec grand plaisir, Jules. On va pouvoir passer aux bases de l'audit. Avant de vous présenter les procédures, je dois quand même vous dire ce qui s'était passé pour moi. Moi, j'ai fait un stage de fin d'études dans un cabinet à Paris, et j'étais avec un manager, mais vraiment systématiquement, à chaque tâche que je réalisais, ça pouvait être même des tâches complètement banales, comme par exemple le pointage. Vraiment, à chaque tâche que je réalisais, il me demandait, Dylan, ok, quelle assertion tu cherches à valider? Sincèrement, les assertions, c'est l'une des choses qui m'a pris le plus de temps à comprendre, parce que c'est une notion qui, de prime abord, paraît complètement théorique, mais quand on prend du recul, on se rend compte que c'est plus que fondamental. Définition de l'audit, on a compris, certifier que les états financiers sont réguliers, sincères et qu'ils présentent une image fidèle. Régularité, concrètement, ça veut dire respect des normes comptables. Autrement dit, en France, par exemple, c'est respect du PCG. Sincérité, image fidèle, c'est des notions qui s'entendent. Concrètement, sincérité, par exemple, quand on regarde les normes d'exercice professionnel, on nous dit que c'est de bonne foi, honnête, sans omission. Image fidèle, on nous dit pareil. C'est vraiment des concepts qui sont très théoriques, qui sont très vagues. Et en fait, c'est exactement ça le problème de ce qu'on appelle des principes fondamentaux d'audit. Donc, les principes, ce sont ces trois-là. C'est qu'ils sont vagues. C'est un peu un parallèle que je fais souvent avec les droits de l'homme. Vous avez l'article le plus important, l'article premier, qui nous dit « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Sauf que ça, c'est pareil. C'est des beaux principes philosophiques, mais dans la vraie vie. Pour s'assurer de cette égalité-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déroulé tout un exemple, tout un bataillon pas possible de codes, de lois. Parce qu'en fait, ce sont les lois-là, comme la liberté d'expression, égalité homme-femme, antidiscrimination, ce sont ces lois-là qui permettent de garantir les principes fondamentaux qui apparaissent
justement dans la Déclaration des droits de l'homme. En audit, c'est pareil. Les principes fondamentaux sont secondés par des critères qui sont justement des assertions. Les assertions, ce sont vraiment les critères que doivent respecter les états financiers pour qu'on puisse dire « Ok, j'estime à la fin de l'audit qu'ils sont bien réguliers, sincères et qu'ils présentent une image fidèle. » Avant d'en venir aux questions, je voulais juste vous rappeler un peu, parce que tout à l'heure, j'ai parlé un peu rapidement des normes d'exercice professionnel, les NEP. En fait, en audit, pour savoir comment est-ce qu'on doit faire en audit, pour savoir comment est-ce qu'on doit calculer les seuils, pour savoir quelle procédure on doit mener, pour savoir quelles sont les phases d'audit qu'on doit respecter, forcément, c'est un peu comme le code de la route pour la circulation, il nous faut un référentiel, il nous faut des règles. Et en fait, les NEP, normes d'exercice professionnel, c'est vraiment la Bible de l'auditeur financier qui précise tout ce que l'auditeur financier doit savoir. Concrètement, ça prend la forme d'un bouquin. Par contre, dans la pratique, moi, ce que je fais, c'est que dès que j'ai une question ou un petit doute par rapport à une notion en audit, vous tapez simplement NEP plus en code, en numéro. Par exemple, là, je vous ai trouvé la NEP 500, qui est une NEP assez importante qu'on va utiliser plusieurs fois aujourd'hui. Et quand vous tapez NEP 500 sur Internet, vous allez tomber sur ce site, donc sidonie.cncc.fr. Et en fait, ici, c'est vraiment l'ensemble des NEP. Et là, on a une NEP qui s'appelle, par exemple, NEP 500, caractère prouvant des éléments connectés, des éléments collectés. Et donc, cette NEP-là va nous préciser pas mal de choses. Et là, on retrouve justement cette fameuse définition de c'est quoi une assertion, les fameux critères qui conditionnent la régularité, la sincérité et l'image fidèle. Ce que j'ai compris avec le temps, avec quelques années de recul en audit, c'est pourquoi est-ce que le fameux manager que j'avais me demandait systématiquement Dylan, qu'est-ce que tu cherches à valider? Quelle assertion tu cherches à valider? Pourquoi? Parce que quelque part, les assertions, c'est le fondement de l'opinion. À la fin de l'audit, on prend les assertions et on se demande est-ce qu'ils sont validés? S'ils ne sont pas validés, autrement dit, si les comptes ne sont pas réguliers, sincères et qui n'ont pas une image fidèle, alors on ne certifie pas. Alors, j'ai Poutra qui demande est-ce que ces codes sont les codes, est-ce qu'ils sont internationaux? Alors, les normes, je pense que tu parles des NEP, les normes d'exercice professionnel, c'est le référentiel en France. Par contre, chaque pays a son référentiel. Par exemple, à l'international, le référentiel qu'il y a, c'est un référentiel qui s'appelle ISA. Et ensuite, pour chaque pays, en fait, en audit, on a une façon d'appeler ces référentiels-là qu'on appelle GAS, qui veut dire Generally Accepted Auditing Standard. En gros, par exemple, le référentiel d'audit US, chez nous, on l'appelle, en cabinet, souvent, on va l'appeler US GAS, en disant c'est le référentiel, les normes généralement acceptées aux US. Je sais pas, le référentiel au Japon, on va l'appeler le Japon GAS, tu vois. Donc, c'est un peu ça le principe. L'ISA, c'est le référentiel international, puisque il y a des entreprises qui sont cotées, qui font partie d'un groupe, et pour assurer la comparabilité des comptes, on a besoin d'avoir aussi un référentiel qui permette de comparer des comptes qui sont à Toronto, au Japon, à Ottawa. Donc c'est pour ça qu'on a les ISA. Alors, je crois qu'une personne avait levé la main. Au fait, vous avez parlé des assertions d'audit, Ouais. que c'est des critères qui conditionnent la régularité et la sincérité des états de synthèse. Ouais. C'est ça, non? Ok, mais quelles sont les assertions d'audit à valider lors d'une mission d'audit? Ok. Au niveau des assertions, tu en as plusieurs. Tu en as 6 ou 7 en fonction de comment est-ce qu'on compte les choses. Okay. Donc là, elles sont expliquées ici, mais sincèrement, la vérité est que le plus difficile, c'est pas vraiment de retenir la définition des assertions. C'est plutôt de savoir quelle assertion, en fait, est importante pour quel cycle. Parce qu'en fait, vu qu'on audite, on a une approche par les risques, il faut qu'on soit capable de dire, OK, je vais auditer le chiffre d'affaires. Je sais que tout peut arriver. Le client peut sous-estimer le chiffre d'affaires. Le client peut le surestimer. Mais attends, il est où le vrai risque? Est-ce que la plupart des clients ont intérêt à le sous-estimer ou est-ce que la plupart des clients ont intérêt à le surestimer? Et en fait, c'est en fonction de cette réponse à où est le vrai risque qu'on détermine quelle assertion, souvent on en choisit une ou deux, on détermine quelle assertion est pertinente pour quel cycle.
Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, c'est bien compris, j'ai bien compris. Ok. Merci. Avec grand plaisir. Est-ce que, selon vous, une entreprise aurait intérêt à gonfler ou à minimiser son chiffre d'affaires? Je ne sais pas si Amine, tu as une idée. Elle peut diminuer son chiffre d'affaires pour l'évasion fiscale un peu, pour moins payer d'impôts. OK. Jules, tu dis... Elle peut l'augmenter s'il compte vendre, par exemple, une filiale ou bien un truc comme ça. OK. Donc, en gros, tu dis elle peut l'augmenter Ça pour peut sa jouer situation sur les deux financière. tables, ouais, ça dépend de la situation. S'il OK. veut vendre, elle doit gonfler son chiffre d'affaires pour avoir une image plus productive et plus gagnante. S'il Ouais. veut, sinon, s'il veut payer moins d'impôts, il va viser la baisse du chiffre d'affaires, en fait. OK. Ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est notamment le côté si elle veut vendre, parce que tu te dis que c'est pour une image financière Ouais. plus avantageuse. Bah, François, tu as levé la main aussi. en termes d'un audit fusion-acquisition, l'auditeur va chercher à trouver la faille s'il y en a. OK. François, t'as un avis? Ouais, moi, je pense que c'est plutôt dans le sens de l'augmentation. OK. Et ça va plus dans l'avantage de la direction pour, en OK. fait, donner une certaine image fiable, une bonne image de l'entreprise OK. aux parties prenantes. OK. Et Jules qui avait levé la main mais qui a répondu aussi. Et je pense que Jules, tu voulais dire plus ou moins la même chose. C'est ça, effectivement. OK. Alors, c'est vrai que quand on est à l'école, souvent, en tout cas moi, c'est le discours que j'avais retenu et c'est aussi beaucoup de... Enfin, je pense que certains d'entre vous ont ça en tête. C'est le côté, en fait, on est là pour baisser les résultats. On se dit que un chiffre d'affaires augmente le résultat. Si on le baisse, on a moins d'impôts à payer. En fait, c'est vrai, hein, d'une part, et il faut pas se mentir, il y a certaines entreprises qui le font. Mais en audit, on a besoin d'avoir un cap quelque part. Et en fait, on part du principe, souvent dans les cabinets, vous allez auditer des boîtes qui sont d'une taille importante. Par exemple, en France, le seuil pour avoir un audit, donc toutes les boîtes qui se font auditer, ont une taille assez importante. Je crois que c'est 50, 10, 5. Donc, ils font plusieurs millions de chiffres d'affaires. Ils sont dans un jeu quelque part. Leur principal intérêt, c'est plus tant, ils sont plus trop dans le jeu d'essayer de minimiser leurs résultats, puisque souvent au-dessus d'eux, la direction ont des actionnaires qui, eux, vont mettre la pression pour avoir le maximum de dividendes pour présenter la meilleure situation financière possible. C'est pour ça que le plus important pour savoir quelle assertion est pertinente pour quel cycle, c'est de se demander, pour chaque cycle, est-ce que l'entreprise a intérêt à les augmenter ou à les diminuer? Exemple, le chiffre d'affaires, on a compris ils ont intérêt à l'augmenter. Donc en fait, le risque, c'est que le chiffre d'affaires soit fictif. Donc l'assertion pertinente pour le chiffre d'affaires, ce serait réalité. On veut vérifier que les éléments comptabilisés, PNL, donc compte de résultat, existent bien. Les charges, on sait que c'est néfaste pour la situation financière. Donc on va se dire, OK, on a peur que toutes les charges ne soient pas comptabilisées. Autrement dit, exhaustivité. Pour le cycle qui nous intéresse, forcément, le cash, c'est le poumon de l'entreprise, c'est bénéfique. Et donc, l'assertion importante, c'est existence. Petite subtilité, dans la plupart des cabinets, on ne fait pas vraiment la différence entre existence et réalité, mais les NEP, d'une manière très rigoriste, en fait, ils disent que existence, c'est pour le bilan et réalité, c'est pour le PNL, c'est pour le compte de résultat. Mais en vrai, c'est la même chose. On pourrait, si on tire un peu par les cheveux, parler aussi de l'assertion droit et obligation, tout simplement parce que l'entité pourrait prétendre, c'est vrai qu'il y a eu certains scandales qui vont dans ce sens-là, détenir des comptes qui ne sont pas les siens. Donc en fait, l'assertion droit et obligation vise à s'assurer que l'entreprise détient bien ses actifs, autrement dit, les comptes qu'elle dit détenir. Donc c'est pour ça que les deux assertions majeures sont bien existence et droit. Est-ce qu'on ne peut aussi ajouter exhaustivité? On pourrait ajouter toutes les assertions pour tous les cycles, mais c'est pas là où se situe le principal risque. Mais je te rejoins sur le fait que, sincèrement, on pourrait limite mettre toutes les assertions pour tous les cycles, mais du coup, si on fait ça, on perd l'approche par les risques qu'on a en audit et on ne sait plus quel combat choisir.
Pas d'autres questions? Pas pour l'instant, je crois que j'ai un commentaire. Bouchra qui demande comment peuvent-ils détenir des comptes qui ne sont pas les siens? En fait, là, je fais référence à, c'est pas, enfin, ils détiennent pas les comptes qui ne sont pas les siens, ils prétendent détenir des comptes qui ne sont pas les siens. Je fais référence notamment à un scandale qui a eu lieu il y a quelques années. J'en ai fait une vidéo spécifique à ce sujet qui s'appelle Wirecard. En fait, il y avait une boîte, Wirecard, en fait, c'est un leader dans les paiements électroniques. En fait, concrètement, c'était ceux qui te permettaient de payer sans contact, notamment avec ton téléphone. Ils avaient des partenaires avec Mastercard, etc., pour les paiements avec tes cartes bleues. C'était vraiment un leader, l'une des plus grosses boîtes en Allemagne. Et en fait, après un audit, ils se sont rendus compte qu'ils avaient presque 2 milliards d'euros qui prétendaient détenir dans des comptes à l'étranger, notamment en Asie, aux Philippines, qu'ils n'avaient absolument pas en possession. Et en fait, il y avait tout un jeu de sociétés écran, de sociétés fictives qui faisait que c'était un peu un sac de nœuds qui rendait complètement impossible en fait l'investigation, puisque ça devenait difficile de savoir qui détenait quoi. Donc c'est pour ça que je disais que c'est un peu tiré par les cheveux. Moi personnellement, j'ai jamais eu ce genre de situation-là. Mais c'est vrai que voilà, dans la méthodologie des cabinets, on aime bien dire attention à l'assertion de droit. Ouais, François. Ouais, donc si je comprends bien, le cash pour les comptes de banque, et il n'y a que 2 assertions qui sont importantes à couvrir. Ouais, les 2 principales. Ok, merci. Avec plaisir. Maintenant, passons aux procédures d'audit. Déjà, un petit point que je voulais vous rappeler, c'est que voilà, en audit, on est indépendant. Il y a un principe qu'on appelle de non-émission dans la gestion. En gros, on est là pour vérifier, pas pour aider. Et en fait, l'objectif de l'audit du rapprochement bancaire, c'est pas de faire le rapport bancaire. C'est vraiment de vérifier qu'il est bien effectué. Et moi, ça m'est arrivé en cabinet d'avoir des clients qui, de manière très subtile, essayent de m'impliquer dans l'élaboration de l'ERB, notamment dans l'investigation des mouvements en rapprochement. Mais en fait, il faut bien leur faire comprendre que nous, on n'a pas le droit de faire ça, qu'on est juste là pour justifier les ERB. Deuxième procédure, ça va être la circularisation bancaire, où en fait, on va demander confirmation directement à la banque du solde qui apparaît sur le relevé. Pourquoi on fait ça? Parce que finalement, le relevé, c'est déjà la banque qui le fait. Sauf que le relevé, si on prend du recul, c'est ni plus ni moins un PDF qui nous est communiqué par le client. Et un PDF, comme tout document, est falsifiable. Et l'intérêt de la circularisation, c'est d'obtenir la confirmation. Donc souvent, on va envoyer un mail directement à la banque qui va nous répondre à nous directement et pas au client, avec l'information demandée. Donc souvent, c'est un courrier où ils disent « Bonjour le commissaire aux comptes, voici le solde qui apparaît dans nos comptes. » Et ensuite, aussi, très important, voici les pouvoirs, autrement dit, voici qui a le droit ou non de passer des opérations. On va passer du coup, on va avoir un autre instant après pour poser les questions, mais on va passer du coup à la démonstration. Juste avant, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler un peu que je pense que vous voyez sur les slides depuis tout à l'heure, Junior Academy, justement, c'est le programme que je propose. Et dans ce programme-là, c'est exactement le même format que ce que vous avez aujourd'hui. Vous avez l'audit de tous les cycles qui sont souvent confiés à des juniors, capitaux propres, fournisseurs, clients, achats, cash, immobilisation. L'approche que j'ai avec la Junior Academy, c'est d'être le plus vulgarisé possible. Donc en fait, c'est pas forcément destiné à des personnes qui sont déjà expérimentées, mais c'est vraiment destiné à ceux qui découvrent l'audit pour la première fois et qui ont un peu de mal avec les bases, vraiment les bases de l'audit. J'ai une petite surprise pour vous à la fin de la réunion. Alors, petit break pour vous qui regardez la vidéo. Comme d'habitude, je vous ai mis en description un guide vers le cycle cash qui reprend toutes les informations qui sont présentées dans cette vidéo, à savoir les mécanismes comptables, la présentation, on va dire, de la philosophie de l'audit, et puis enfin, le déroulé des procédures concrètes qu'on doit appliquer. En audit, 95% des travaux se font sur Excel. Ce qui se passe, c'est que on a un Excel souvent par cycle qu'on appelle des mémos, les mémos Excel. Là, on est dans le mémo du cycle cash. Les mémos contiennent plusieurs onglets. Le premier onglet le plus important, c'est ce qu'on appelle les leads.
où en fait, c'est l'ensemble des comptes qui feront l'objet de l'audit dans le fichier Excel, dans le mémo. En l'occurrence, ici, c'est l'ensemble des comptes bancaires détenus par l'entité. Ce qu'on fait aussi dans les leads, c'est qu'on rappelle les seuils. Donc, on a 3 seuils, signification, planification et remontée des anomalies. Signification, c'est pour dire que c'est un seuil qu'on utilise souvent à la fin de l'audit pour dire que si toutes les erreurs dépassent le seuil de signification, alors si je vous le dis de manière avec les termes qui sont utilisés de manière corpo, on va dire avec les NEP, ils disent influencer l'opinion du lecteur des comptes. Autrement dit, de vous à moi, c'est plus si toutes les erreurs dépassent le seuil de signification, on estime que les comptes ne sont pas fiables et du coup, on peut remettre en question notre signature. Autrement dit, on peut ne pas certifier. Deuxième seuil, c'est le seuil de planification, dans le sens planifier la mission, dans le sens savoir ce qu'on va auditer, ce qu'on va pas auditer. Donc, en fait, c'est un seuil qu'on utilise pour savoir quels sont les comptes ou ce qu'on appelle des classes de transactions, donc des groupes de comptes. Exemple, là, le cash, c'est ce qu'on appelle une classe de transaction. Parce qu'en fait, dans la classe de transaction cash qui s'élève à 2 120 000, souvent les mémos sont en K euros, en K, donc là, c'est 2 120 000. Voilà. La classe de transaction du cash s'élève à 2 120 000 et dans cette classe de transaction-là, on a différents comptes. Donc, en fait, le seuil de planification, en fonction de la méthodologie du cabinet, ça peut varier, s'applique à la fois soit à la classe, soit au compte en tant que tel. Et puis, enfin, on a un seuil de remontée des anomalies, où en gros, c'est quand on fait un test, par exemple, on va tester une facture, on identifie une erreur. Imaginons qu'on identifie une erreur de 90 000 euros, vu que là, le SRA est à 100 K, on va dire, OK, bah, l'erreur est NS, autrement dit, c'est pas significatif. Donc, on le met de côté, on fait rien, quoi. On s'en fout, on ne demande pas au client de la corriger. C'est un peu plus subtil, mais si vous découvrez l'audit, c'est un peu les principes généraux par rapport au seuil. Là, il y a 2 spécificités qu'il faut retenir déjà, c'est que le cash, en fait, c'est systématiquement audité. Même si vous avez des comptes de cash qui sont à 0, vous allez quand même les auditer. Pourquoi? Parce que c'est à 0 selon la balance générale. Mais en fait, ça se trouve, ils sont en déficit. En fait, ils sont en découvert de plusieurs millions. Donc, en fait, on va quand même lancer des procédures, on va quand même circulariser, etc. Donc, en fait, dans les leads, l'intérêt principal dans un cycle normal, c'est de nous indiquer ici quels sont les comptes qui sont significatifs et quels sont ceux qui ne le sont pas. Mais par contre, ici, on va mettre une petite exception. On va dire, c'est une exception, on va toujours l'auditer même si ce n'est pas significatif, tout simplement parce qu'on parle du cash. Donc ça, c'était les leads. Je peux poser une question, s'il te plaît. Par exemple, la variation est 377. Si on n'était pas dans le cash, on n'aura pas audité le compte LCF, par exemple. C'est ça, le seuil de planification, ça veut dire. Alors, le seuil de planification, c'est une bonne question parce que le seuil de planification, il s'applique au solde du compte. Dans certains cas, il peut s'appliquer à la variation. Mais là, le solde, par exemple, il est de 1 218 000, qui est supérieur. Mais par exemple, si on avait un compte, par exemple, un compte d'achat classique qui était à 430, alors qu'on a un seuil à 1 million, en fonction de la méthodologie des cabinets, normalement, on ne l'audite pas. Certains cabinets vont appliquer ce seuil à la classe, d'autres vont appliquer ce seuil au compte, mais le principe est là. Et la variation, on peut avoir une planification par rapport à la variation? La variation, en fait, il faut l'auditer. Moi, quand j'étais en cabinet, par exemple, si j'avais un compte de classe 6 qui était à 0, mais par contre, en N-1, le compte était à 1 million, jamais je serais à l'aise à ne pas l'auditer. Parce que je me dis, il y a un problème, il y a quelque chose qui se passe. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, sur mes dossiers, je prenais systématiquement, j'avais une formule qui me permettait de prendre en compte automatiquement le solde, mais aussi la variation. D'accord, merci. L'audit, c'est pas une science exacte. Les NEP, par exemple, la Bible de l'audit ne répond pas à ce genre de cas spécifique. Il y a ce qu'on appelle en audit le jugement professionnel. C'est un terme qui est particulier parce que parfois, c'est un terme qui permettait de... Bref. En fait, il y a certains trucs en audit où c'est aussi la sensibilité du responsable, du senior, du responsable du dossier, de savoir ce qu'il va décider de faire pour répondre à un cas particulier. Donc, c'est souvent sujet à interprétation. Il n'y a pas de règles inscrites dans le marbre pour ce genre de situation. Donc là, vous avez compris
le socle, le pilier des mémos, les leads. Par contre, le plus important, en réalité, c'est les travaux. Donc, en fait, là, ici, on retrouve des onglets qui ressemblent un peu à ça à chaque fois. Et en fait, ce sont des travaux. C'est là où, en fait, on va réaliser nos contrôles. Dans les travaux, il y a 4 parties qu'il faut retenir. Première partie, c'est l'entête. C'est un peu la préface du bouquin. C'est l'introduction, les informations génériques. Donc, ce qu'on fait, c'est que systématiquement, on précise le nom du dossier. Donc là, on va appeler EEQ. Ensuite, on va préciser l'année, 3112N. On va dire qui audite ce cycle-là. Je vais mettre mes initiales. Souvent, en cabinet, on met les initiales. Moi, je mets Dylan Akekpo, donc DYA. Ensuite, je vais rappeler les seuils. Est-ce que quelqu'un, d'ailleurs, pourrait expliquer avec ces mots ce qu'il comprend de ce que c'est que la piste d'audit? C'est la pièce justificative de règlement de l'anomalie, en fait. Je suis à moitié d'accord. Quelqu'un a une autre idée? Quelqu'un qui n'a pas participé, qui veut tenter? Bon, pour moi, ça peut être le déclencheur, ce qui oriente l'audit, d'un élément qui déclenche l'audit. Est-ce que quelqu'un a d'autres idées? On se rapproche, mais c'est pas... Oui, Dylan. On peut toutefois aussi parler de la stratégie d'audit. La stratégie d'audit. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait. La piste d'audit, c'est quoi? C'est, en fait, il faut comprendre que ce qu'on audite, en fait, les travaux qu'on fait, les mémos qu'on fait, c'est jamais pour nous, en fait. C'est jamais pour nos auditeurs, c'est toujours pour... Si, par exemple, vous êtes junior, vous faites des travaux, ils vont être revus par votre senior. Si vous êtes senior, vous faites des travaux, ils vont être revus par le manager. Si même vous êtes associé, donc, comme on dit, le top en cabinet, vos travaux que vous supervisez, ils peuvent être revus par l'organisme de supervision des commissaires aux comptes, le H3C. Donc, en fait, les travaux qu'on réalise sont toujours à destination de quelqu'un d'autre. Et la piste d'audit, c'est un concept qui dit, OK, voici ce que j'ai fait pour arriver à la fin, à la conclusion. Donc, en fait, ce sont les indices qu'on va disséminer à gauche et à droite pour dire, voici ce que j'ai fait pour arriver à ma conclusion. En l'occurrence, si je vous dis ça, c'est parce que là, quand on indique des montants sur les mémos Excel en audit, je pourrais très bien indiquer les montants en brut, parce que je sais que les seuils, c'est 2 millions, 1 million et 100. Donc, je pourrais mettre comme ça 2 millions, 1 million et 100. Sauf que pour laisser la piste d'audit la plus importante possible, c'est toujours important de mettre des formules pour venir piquer, on appelle ça piquer des montants, plutôt que de les mettre en valeur brute. Et ça, c'est d'autant plus important pour les mémos. Là, c'est un mémo qui est très simple. Hein. Le cash, sincèrement, c'est un cycle qui est très, très simple. Mais parfois, vous avez des mémos où, sincèrement, vous avez 5, 10, 15 onglets. Et ça peut être un sac de nœuds pas possible de ne pas avoir en fait les formules et de laisser les montants en brut. Autre chose, les mémos, c'est déjà de rappeler en fait qu'est-ce qu'on cherche à valider. Donc, les risques, les assertions, les objectifs. Et ensuite, de réaliser les procédures en tant que telles. Et à la fin de conclure. C'est toujours important de conclure. Donc là, commençons simplement à vérifier l'ERB, à auditer. Donc là, on est dans le cycle, on est dans la procédure qui est indiquée dans l'onglet qui est en bas, vous le voyez un petit, qui s'appelle un rapprochement bancaire. Pour ce faire, déjà, on va commencer par rappeler les comptes qui vont faire l'objet de l'audit. Donc, je vais venir piquer les 3 comptes de banque. Et vous voyez que je laisse systématiquement les formules. Ensuite, le temps est venu de comparer, de valider les informations qui sont indiquées dans l'ERB. Donc, en fait, on va venir chercher à comparer le solde comptable tel qu'il apparaît sur l'ERB et le solde comptable tel qu'il apparaît dans la balance générale, autrement dit dans les leads. Et là, on sait que le solde comptable du compte LCL, c'est 1 218. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant ouvrir l'état de rapprochement du compte LCL. Donc là, j'ai pris un cas très simple où on voit que la LCL a indiqué sur le RB, en tout cas, les comptables ont indiqué que le solde qui apparaissait en comptabilité était bien de 1 218 120 et que selon eux, le solde qui est dans le relevé bancaire est bien de 1 218 120. Donc là, en fait, on va juste vérifier ces informations, cette fois-ci par nous-mêmes. Donc, quand je retourne sur les fichiers, je vais ouvrir le relevé bancaire du compte LCL. Donc là, on voit LCL. Et puis, on va tout de suite aller chercher le solde à la clôture, au 31 décembre. Et on voit
très clairement qu'on a bien 1 218 120. C'est très simple. Hein. C'est vraiment le cycle cash. C'est un cycle qui est particulier parce qu'il est simple à réaliser, parce que c'est un cycle qui est confié à des juniors. Par contre, c'est un cycle qui est risqué parce que on parle justement d'un sujet qui peut impacter gravement les boîtes. Tu disais, Amine? C'est le cas parfait, celui-là, trouver l'état de rapprochement compatible à celle-là du CAC. C'est le cas parfait. En fait, c'est un cas qui est plus que parfait dans le sens où c'est un cas qui est très fréquent. Dans la plupart du temps, sincèrement, tu n'as pas d'écart. Hein. C'est très rare. Enfin, ça dépend de la taille des boîtes que vous auditez. Si vous êtes sur des très gros audits, vous allez beaucoup avoir des mouvements en rapprochement. Mais si vous auditez des boîtes qui sont, qui sont à taille mesurée, souvent, vous n'avez pas d'écart entre relevé bancaire et comptabilité. Donc, c'est très simple à faire. Et là, par exemple, pour le cas de LCL, maintenant qu'on a compris qu'il y a bien 1 218 120 partout, on va juste indiquer ça, formaliser, on appelle ça formaliser ça dans le mémo. Et du coup, dans le mémo, quand on retourne dessus, on va indiquer le solde comptable selon l'ERB, c'est bien 1 218 120. Donc, on va dire qu'il n'y a pas d'écart entre les deux. Ensuite, solde relevé bancaire, on va crever l'abcès. Hein, on sait déjà que c'est 1 218 120. Pareil pour ce qu'on a vu sur le relevé bancaire. Du coup, pas d'écart entre comptabilité et banque. Et puis enfin, pas de montant en rapprochement. Donc en fait, on n'a pas de sujet par rapport à ça. On va simplement conclure en disant satisfaisant. Ouais, Kéline, tu avais une question, je crois. Merci pour la réaction, jeune prince. Oui, j'avais une question. Ouais. Et ma question était de savoir, en ce qui concerne les seuils, les différents seuils que vous avez énumérés, Ouais. on se base sur quoi pour pouvoir les calculer en fait? Alors, tout part du seuil de signification. C'est le plus important. C'est celui qu'on calcule en premier. Le SS, c'est toujours agrégat fois taux. Autrement dit, fois pourcentage. L'agrégat, c'est un poste des états financiers. Un poste des états financiers, c'est les achats, les immobilisations financières, les capitaux propres. Et puis le taux, c'est un pourcentage qui est déterminé par la méthode de ton cabinet. Donc en fait, par exemple, tu as un cabinet qui va dire, OK, si ton agrégat, c'est par exemple les achats, et que tu estimes que le risque est modéré, alors ton taux doit se situer autour de 3%. Souvent, tu as une certaine latitude qui est laissée au chef de mission en disant « Ok, je sais que toi, tu me conseilles de prendre un taux de 3%, mais par contre, moi, avec la connaissance du job que j'ai, je préfère prendre un taux plus ou moins élevé. » Donc ça, c'était pour le seuil de signification. Agrégat fois taux. Le reste, c'est encore plus simple. Le seuil de planification, c'est SS fois taux. Pareil, le taux est donné par le cabinet. Dernière chose, le SRA, c'est pareil, c'est SS fois taux. Un taux qui est encore plus faible. Donc ça, c'est ce que on a besoin en tant que junior de comprendre. Comment c'est calculé, à quoi il sert. Mon ambition avec la Junior Academy, mon ambition avec Audit IQ, c'est de faire de vous les meilleurs de votre promo. Et donc maintenant, je vais simplement vous expliquer quelques subtilités qui pourraient vous être utiles un jour. Le vrai sujet du SS, en fait, c'est en tant que senior, c'est là où on prend la tête parfois, c'est de choisir quel est le bon agrégat. La logique, c'est de dire que si on audite une boîte qui a pour principale activité de vendre des produits, comme 95% des boîtes, c'est simple. On va prendre comme agrégat le chiffre d'affaires. Par contre, si on a une boîte qui est par exemple un fonds d'investissement qui détient beaucoup de titres financiers, alors on va prendre comme agrégat les immobilisations financières. Autrement dit, l'agrégat qu'on doit sélectionner est en fonction du business en fait de l'entité. Deuxième subtilité, c'est par rapport au seuil de planification. Certains cabinets utilisent des taux différents en fonction du cycle. Pourquoi? Parce que tous les cycles n'ont pas le même risque. Je pourrais très bien dire, je préfère que les achats soient audités avec un seuil de planification de 1 million, mais vu que je sais que les ventes sont plus risquées, je préfère lui affecter un seuil qui soit plus faible. Donc en fait, même le seuil de planification fait l'objet de discussions quand on est chef de mission.
On va passer tout de suite à la correction du rapprochement bancaire. Pour LCL, on a compris qu'il n'y a pas d'écart. Pour Natixis, c'est pareil. Dans la simulation que j'ai préparée, il n'y a pas d'écart. Par contre, en termes de petites subtilités, on a un compte Boursorama Banque. Je voulais avoir votre avis sur ça. Là, en fait, on voit qu'il y a un écart de 5 000 euros entre le solde comptable ERB et le solde comptable tel qu'il apparaît dans la balance générale. Est-ce que quelqu'un souhaite dire qu'il pense qu'il faut faire quand c'est comme ça? Bon, dans ce cas, dans cet écart, on doit procéder au lettrage des comptes. Pour se rassurer Jules? des suspens. Ok. Oui, en fait, pour se rassurer des suspens. Parce que là, Ok. on identifie que la banque a passé certaines écritures, mais la comptabilité n'a pas tenu compte de certains éléments. Ok. Donc, on procède au lettrage pour pouvoir identifier ces montants, ces différents montants, et voir si ça correspond à l'écart identifié. Ok. On m'a demandé de répéter la question. La question, c'était, on a un écart entre solde comptable ERB et solde comptable balance générale. Qu'est-ce qu'on en fait, quoi? C'est 5 000 euros. Jules, tu parlais des seuils. Du coup, tu nous disais que... Je disais qu'on va regarder si c'est. On va comparer avec nos différents seuils, notamment le seuil de remontée des ajustements. On voit que le Si, seuil est à 100 000 euros. voilà, si le seuil est à 100 000 euros et qu'on a une différence enfin, de 30 000 et 5 000 euros, bah, on peut, par jugement professionnel, dire que c'est non significatif. Donc, Ok. Est-ce que quelqu'un a une Ulysse? Levez la main. Est-ce que quelqu'un d'autre aidé? Tu peux prendre la parole. Rachel, pardon. Ah, oui, donc par rapport à bonsoir, par rapport à Salut. ce que venait juste dire monsieur, en fait, je me posais la question, est-ce que on doit vérifier les seuils par rapport au cycle banque? Parce qu'il me semble que tout est significatif. Hein. Enfin, Voilà, c'est ça. Ouais. Francine, tu avais une remarque peut-être avant que je vous donne la... Non, c'est ce que je voulais dire. En fait, en cash, on ne tient pas compte des Ouais. seuils, en fait. Il ne doit pas y avoir Alors, de détails. vous avez beaucoup de remarques intéressantes. Première remarque qu'on avait formulée, c'était de dire, tu disais, de dire en gros, on va faire un lettrage pour essayer d'identifier l'erreur. Le conseil que je peux vous donner, c'est que en audit, en fait, on est là pour vérifier. Quand il y a des problèmes, c'est les comptables qui doivent investiguer. Parce que si vous passez beaucoup de temps à faire la comptabilité à leur place, déjà, c'est pas votre rôle, mais en plus, vous devez les faire travailler. Vous avez un écart, enfin, il y a un écart, c'est pas normal, donc vous devez juste leur envoyer un mail et demander d'où vient l'écart, et c'est eux qui investiguent. Certains seniors, certains juniors préfèrent investiguer eux-mêmes, et c'est de la perte de temps. Pour aller vite, envoyez simplement un mail. Deuxième remarque, c'est que c'est un piège, en effet, parce que le cycle cash, c'est l'un des seuls cycles, en fait, pour lequel le SRA ne s'applique pas. Pourquoi le SRA ne s'applique pas? Je dirais que parce que c'est un cycle très risqué, en fait. Ouais, c'est un cycle très risqué, et puis il y a une raison aussi comptable qui se cache derrière. Ouais, il peut y avoir un très gros risque de fraude de se Ouais. cacher derrière. Il y a ça, et il y a aussi un truc, un mécanisme en fait comptable qui est particulier. Regarde, imaginons que là, je vous prends une écriture comptable, on va dire débit-crédit, et là, je vais mettre le solde. Alors, même pas besoin de ça finalement. Donc, imaginons que là, pour le compte 512, c'est une écriture qui va être particulière, mais imaginons qu'on a un encaissement, donc un débit de 2 millions, d'euros. Ensuite, dans une autre écriture, dans une seconde écriture, on a le même compte 512 qui est mouvementé avec un crédit, pas de 1 euro, pas de 1 centime, mais d'un montant ridiculeusement faible. Quand on voit ça, on va se dire que le solde débit mon crédit, il est ridicule. Donc si, par exemple, derrière ces 5K euros, on pourrait se dire, bon, c'est une petite erreur, on la met de côté, pourquoi pas? Parce que c'est NS. Sauf que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Un solde ridiculeusement faible peut cacher des mouvements faramineux. Et c'est notamment pour ça que lors du cycle cash, on est vigilant à tout. En plus du fait que c'est un cycle qui est tellement risqué qu'on fait attention. Pour le relevé bancaire, on n'a pas relevé d'écart. Donc ça, il n'y a pas de sujet. Donc ici, en fait, le principal problème qu'on avait sur le compte Boursorama Banque, en fait, c'était les 5 000 euros. Et il faut demander simplement au client l'origine de l'écart pour investiguer. Deuxième procédure, et je répondrai à vos questions à la fin,
c'est par rapport aux circularisations. Donc, l'objectif, je le rappelle, c'est de vérifier que relevé est égal à circuit. Donc, relevé, on ne va pas s'amuser à aller récupérer une nouvelle fois le relevé bancaire parce qu'on a déjà fait le travail dans l'onglet rapport bancaire. Donc, c'est pour ça qu'en cabinet, souvent, vous allez juste venir piquer le montant que vous avez déjà identifié dans le rapport bancaire, donc solde relevé qui est ici. On va l'appliquer sur tous les comptes. Et puis ensuite, on va vérifier les circularisations une par une. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, une circularisation. On va prendre le compte LCL en premier lieu. Alors, circularisation, là, voici. Première chose qui est importante, sur laquelle je voulais attirer votre attention, c'est que vous voyez que les circularisations sont toujours adressées au commissaire aux comptes. C'est très important. Faites attention à ne pas... certains clients préfèrent demander eux-mêmes la circularisation parce que c'est un truc qui est payant. Souvent, ça coûte quelques centaines d'euros. Mais il faut toujours que la demande parte de nous. Que ce soit en mail, on peut faire un mail en fait au client, à la banque, en mettant l'entité en copie. Mais par contre, c'est vraiment nous qui devons demander et nous qui devons recevoir en direct la circularisation. Donc là, on voit que c'est le cas. Ensuite, on voit qu'on parle bien du compte LCL. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de sujet. Et ensuite, là, on voit directement qu'il y a la confirmation du solde bancaire. Donc là, je vous le donne en 1000. Il n'y a pas d'écart. On se souvient des montants, il n'y a pas d'écart. Donc à ce niveau-là, c'est bon. Deuxième chose qui est importante sur la circularisation, c'est bien sûr les pouvoirs. Qui a le droit de faire quoi? Là, on voit qu'il y a 3 pouvoirs, Jean, Marie et Pierre, qui ont des pouvoirs différents. Par exemple, Marie, elle peut simplement consulter des virements jusqu'à 50 000 euros. Et l'objectif, c'est de vérifier que ces pouvoirs sont bien à jour. Donc concrètement, moi, ce que je faisais, c'est que je faisais une capture d'écran de la circularisation. Je disais, souvent, je m'adressais à la directrice juridique, enfin, même au directeur juridique. Je disais, voici les circularisations, les pouvoirs qui sont indiqués sur les circuits. Est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'ils sont bien à jour? Une fois que c'est validé, on l'indique dans le mémo. Donc, quand on retourne sur le mémo et qu'on regarde la correction pour LCL, on voit qu'il n'y a pas d'écart pour les 1 218 000. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, pour les pouvoirs, dans la simulation, on nous précise. Donc là, en fait, je vous ai fait une simulation où en fait, j'ai simulé en entretien avec le client. Et en fait, le client nous répond que il confirme que pour Jean, Marie, Pierre, il n'y a pas de sujet. Donc en fait, pour LCL, on va conclure satisfaisant, les pouvoirs sont bien à jour. On va passer maintenant au cas de Natixis. Donc on a 475 000 sur le relevé bancaire et maintenant on va ouvrir les circularisations. Sur Natixis, il se passe quelque chose de particulier. Donc on vérifie toujours les informations. Ce que je fais quand je le mets en vert, c'est ce qu'on appelle en audit des tick marks. Les tick marks, en fait, c'est toujours pareil, c'est la piste d'audit parce que en fait en audit on dit que tout ce qui n'est pas documenté est supposé ne pas avoir été fait. Donc en fait, si je me contente de simplement prendre le fichier et le déposer sans formaliser le fait que j'ai contrôlé que c'est bien la bonne banque, la bonne date, etc. et le bon montant, en fait, c'est comme si ça n'avait pas été fait. Donc c'est pour ça qu'en audit, on aime bien tout mettre, faire des tick marks à tout va, quoi. Donc là, en fait, voilà, on retrouve le bon montant, il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Tout va bien. Par contre, au niveau des pouvoirs, on a 3 personnes qui ont des habilitations différentes. On a Johnny, on a Pierre, on a Jean-Luc Delavoye. Et on remarque que Pierre, il a des pouvoirs de consultation et de virement uniquement jusqu'à 30 000. Maintenant, allons parler au directeur financier pour savoir ce qu'il en dit. Alors, le DAF, il commence tout de suite par nous dire il y a des récentes modifications. Il nous dit que Johnny, lui, c'est bon, pas de sujet. Il conserve ses pouvoirs. Par contre, Pierre, il est passé initialement de 30 000, mais ils ont décidé pour des raisons opérationnelles de réduire son seuil à 15 000. Et pareil pour Jean-Luc, lui, tout simplement, il était mandataire social, mais il n'est plus dans l'entreprise. Pourtant, il est toujours sur la circularisation, donc il y a un problème. Donc on sait comme ça, on conclut en disant que les pouvoirs ne sont pas à jour. On rappelle les habilitations, on dit que c'est pas à jour,
Et du coup, quand c'est comme ça, on doit demander au client de prévenir sa banque qu'il y a un problème et exiger correction de la circularisation. Est-ce que vous avez des questions? Là, on a vu les deux procédures d'audit. En fait, quand tu as abordé le point sur le rapprochement bancaire, hein, j'avais un peu du mal à t'écouter. Le rapprochement, l'exercice que tu as fait à ce niveau-là, entre le solde au niveau de l'entreprise et le solde CAC, je ne sais pas, mais à ce que je sache, le solde de CAC, il provient en fait de la balance. Alors, où est-ce que tu as eu, je ne sais pas, les deux montants ont des origines différentes ou comment? Alors, l'ERB, c'est un document qui est préparé par les comptables. Et les comptables, vu que la base de l'ERB, c'est bien de reprendre le solde tel qu'il apparaît dans les comptes, peuvent faire des erreurs. Parfois, c'est des histoires de décalage de temps, dans le sens où parfois les comptables vont faire un ERB à une date où toutes les écritures n'étaient pas comptabilisées. Et ce qui fait que nous, la balance qu'on reçoit n'est pas la balance qui avait été utilisée au moment où les comptables ont fait leur ERB. Donc moi, dans la majorité des cas, quand je voyais des écarts entre solde comptable selon l'ERB et solde comptable selon balance générale, c'est parce que nous, on intervenait, par exemple, je sais pas, on intervient fin février, le 21 février. Les comptables, ils ont réalisé l'ERB le 15 janvier. Le 15 janvier, il y avait des écritures qui n'avaient pas été comptabilisées. Du coup, on a un écart. Ah, ok, merci. Il y avait une autre. Francine, tu avais une question, si je ne me trompe pas, et j'ai vu aussi un commentaire. En fait, ma question, c'est par rapport aux emprunts. Si par exemple, on a des emprunts au niveau de nos comptes, comment est-ce qu'on doit faire pour les auditer? Du coup, notamment sur la performance, en fait, du calcul des intérêts courus. Ouais, alors là, tu as raison, pour les circularisations, c'est aussi important. En fait, dans les circularisations, on vérifie tout ce qui est en lien avec la banque. Donc là, je vous ai pris un exemple simple, mais dans la vraie vie, dans les circularisations, souvent, en fonction de la taille de la boîte, il n'y a pas toujours des emprunts, mais souvent, vous avez aussi à avoir le montant d'emprunt et vous allez vérifier que ça permettra de valider quelque part les emprunts qui ont été comptabilisés. Les intérêts courus, c'est encore pour reperformer les intérêts courus, c'est un calcul qui est arithmétique. Autrement dit, c'est des intérêts qui sont à cheval sur 2 exercices. Par exemple, tu as 200 € d'intérêts courus entre le 15 décembre et le 15 janvier N+1. Donc, tu sais que tu dois comptabiliser 100 € d'intérêts courus dans l'exercice N et que tu devras l'année prochaine contrepasser les 100 € qui manquent. Donc pour la reperformance des intérêts courus, c'est un calcul arithmétique. Tu peux fiabiliser ça avec des informations qui proviennent de la part de la banque, comme souvent les intérêts, d'ailleurs, tu les reperformes avec l'échéancier d'emprunt. Et en plus de ça, c'est aussi important lors des circuits de vérifier que les deux cadres, que l'échéancier est bien cohérent avec ce qui apparaît sur la circularisation. On arrive à la fin du live, donc là, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez sur tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, parce que c'est le moment de le faire. Si vous avez des questions peut-être sur l'audit de manière un peu plus générale, je prétends pas avoir toutes les réponses, mais en tout cas, j'essaierai de vous aider au mieux. N'hésitez pas à les poser, on est un peu en avance, donc ça pourra être utile. Donc Jules qui demande en commentaire, si le montant en circuit est différent du relevé, on fait quoi? Ça, c'est pas normal. Ça m'est arrivé une seule fois, et c'est à cause de la banque qui n'avaient pas pris en compte toutes les opérations lors du relevé. Donc, en fait, ils ont réétabli un nouveau relevé. Mais en gros, encore une fois, on est indépendant, on prévient le client et le client, on lui demande d'investiguer à notre place. Enfin, c'est à lui d'investiguer, donc quelque part, on lui demande d'investiguer. Et un truc aussi que je vous dis, c'est que, vous voyez, en audit, en fait, c'est un métier où plus on monte, plus c'est humain. Là, on voit les choses de manière très mathématique, très arithmétique, mais en fait, quand vous relevez une erreur, vous mettez en cause le travail des comptables. Et nous, en fait, en tant qu'auditeur, on est là, quelque part, on est en échange constant avec les directeurs financiers. Et en fait, quelque part, quand on relève une erreur, ça veut dire que l'assistant comptable, a fait une erreur qui va être visible par son supérieur. Donc, moi, l'astuce que j'ai trouvée pour être plus politiquement habile pour formuler mes erreurs, en fait, c'est plus une manière innocente. Je dis, j'envoie un petit mail, l'air de rien, en disant, ah tiens, j'ai vu qu'il y avait un petit écart entre solde comptable ERB et solde comptable balance générale. Je suis pas sûr de moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, en tout cas, j'essaie d'avoir toujours cette façon d'amener les choses qui faisait que le comptable se sentait moins mal, se sentait pas en mode fliqué, en mode je tape sur les doigts et nous voyait différemment, quoi. Donc, plus vous mentez et plus vous devez être attentif en fait à la façon dont vous communiquez parce que c'est un métier qui est très humain. Quelles sont les formations qui présentent un plus pour un junior? En audit, c'est très théorique.
Donc, ma chaîne YouTube est la Junior Academy. Et il y a un livre aussi qui s'appelle La boîte à outils de l'auditeur financier. Tu peux le taper, il coûte quelques dizaines d'euros sur. Je le conseille parfois à des gens qui me posent la question sur Amazon. C'est un livre qui introduit bien, on va dire, à l'audit, mais ça reste encore une fois malheureusement de manière très très théorique. En fait, tu vas pas rentrer dans les mémos, etc. Mais ça peut être un bon point si tu veux, on peut te préparer un peu en amont, quoi. Ouais, je crois que Rachel, tu avais une question, tu as pris la parole. En fait, je n'arrive pas à bien saisir la différence entre le relevé comptable REB et le relevé comptable de la balance, en fait. Je ne comprends pas la différence. Ok. En fait, c'est simple. Les leads, la balance générale, c'est le fichier Excel qui est exporté de la comptabilité. Oui. L'ERB, c'est un travail qui est effectué à la clôture d'un exercice pour contrôler le solde comptable, pour contrôler le solde bancaire. Pour faire un ERB, concrètement, les comptables, ils vont utiliser des outils, soit sur Excel, soit directement sur le logiciel comptable, et ils peuvent simplement se tromper dans la façon dont ils vont reporter les montants. Un exemple tout bête, même si ce n'est pas ta question directement, c'est que, par exemple, tu vois que sur le RB, il y a indiqué le solde du relevé bancaire. Vu que le logiciel comptable n'est pas forcément connecté avec le relevé bancaire, cette information-là, les 1 218 côté relevé bancaire, ça a été indiqué à la main par le comptable. Et il peut très bien se tromper, genre enlever ou rajouter un zéro. Donc en fait, c'est vraiment sujet à l'erreur. Et côté bancaire, souvent les erreurs, c'est les décalages temporaires que j'ai expliqués. Mais je comprends vos interrogations par rapport à ça, parce que c'est vrai que vu que les deux sont faits par des logiciels comptables qui viennent, c'est la même chose, il ne devrait pas y avoir d'écart en fait entre les deux. Et c'est vrai que la majorité du temps, il n'y a pas d'écart, mais il peut y en avoir et c'est pour ça qu'on doit les contrôler. D'accord, merci. Okay. Donc, Boutra, par rapport au nom du livre, je te l'écris la boîte à outils de l'auditeur financier. Je peux le chercher sur Amazon. Et puis, personnellement, je suis aussi en train de rédiger le manuel de l'auditeur financier junior qui va arriver dans quelques mois, qui sera gratuit pour tout le monde et qui va reprendre toutes les informations de tous les cycles de junior, expliquées de manière très, très pratique. Je vous remercie d'avoir assisté à ce live. Je prends toujours plaisir à le faire et ça me fait plaisir de voir l'intérêt que vous avez pour l'audit, puisque c'est un métier dans lequel on apprend beaucoup. Pour ceux qui veulent approfondir, bien sûr, vous avez YouTube. Vraiment, c'est là où on va dire que je fais le plus, je me concentre le plus en fait. Si vous voulez vraiment un contenu approfondi, sur TikTok et sur LinkedIn, c'est pas le meilleur endroit, c'est vraiment sur YouTube, puisque je rentre vraiment en détail dans les travaux et dans certaines notions et aussi des conseils par rapport à réussir aussi votre carrière en finance. Déjà, j'aimerais vous dire que se former en audit avant de commencer en cabinet, c'est absolument pas une obligation. Moi, comme beaucoup d'autres personnes, arrive en cabinet sans être formé, puisque quand vous allez arriver en cabinet, vous allez être formé par le cabinet. Vous allez avoir des séminaires parfois qui vont durer une semaine. Donc, même si vous arrivez sans forcément avoir de notions, vous n'avez pas besoin de vous stresser, puisque vous allez être pris par la main, souvent par des gens qui sont très pédagogues. Maintenant, je sais très bien que parmi vous, il y a des gens qui sont profondément stressés. Il y a des gens qui vont tomber sur des équipes, malheureusement, qui ne vont pas prendre le temps de leur expliquer les choses avec patience. Il y a des gens aussi qui sont ambitieux, des gens qui veulent progresser plus vite, qui veulent jumper, sauter un grade, comme j'ai pu le faire. Et pour toutes ces personnes-là, vous l'aurez compris, la solution que je vous ai trouvée, c'est justement la Junior Academy, qui est une formation sous forme de vidéo. Donc, en fait, à partir du moment où vous vous inscrivez, vous avez instantanément accès à l'ensemble des cours sous forme de vidéo. Et les cours, en fait, ils contiennent d'abord une introduction avec les concepts clés en audit, les risques, les seuils, les phases, plein de concepts qui vous permettront de comprendre ce que vous allez faire. Et ensuite, vous avez les 6 cycles qui ressemblent vraiment exactement au format qu'on a vu aujourd'hui. Écoutez, moi, je vous dis à très vite sur YouTube, sur LinkedIn, sur TikTok. Salut.